Donc c'est très excitant, c'est comme une classe. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons continuer de parler de changement climatique s'il n'y a pas de questions spécifiques. Donc pour ceux qui vont être avec nous, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos commentaires ici dans le chat. C'est un chat live, donc c'est une section de questions et de réponses. Je vais aussi faire quelques leçons ici et là. Je vais être ici peut-être, je ne sais pas, 30, 40 minutes, peut-être 60 minutes s'il y a des questions. Ça me fera plaisir de vous aider. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin. Je sais que si on regarde un peu l'actualité en ce qui concerne les climats, présentement, je sais que nous recevons un peu de pluie ici et là, qui est bon pour garder une certaine verdure. Par contre, il y a beaucoup d'endroits où il y a moins de pluie. Donc au Canada, présentement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui trouvent qu'il n'y a pas assez de pluie. Et bien sûr, s'il manque de pluie, les champs vont moins produire de plantes de biomasse. S'il y a moins de biomasse, la quantité de nourriture produite baisse aussi, que ce soit pour les humains ou pour leurs animaux. Donc ça ici, c'est à considérer. Alors bonjour, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc je te souhaite un bon matin. S'il y a une question, tu peux les mettre dans le chat. Le chat est ouvert, donc vous pouvez rentrer votre message si vous avez des questions. Alors voyons voir. La semaine passée, nous parlions du fait que qu'est-ce que c'est le fait qu'il y a une augmentation de la température de la planète. Donc voyons voir. Alors, il y a des températures qu'il y a sur l'hémisphère nord, des températures dans l'hémisphère sud. Maintenant, les températures globales, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne de toutes les informations qui sont disponibles. Maintenant, en 2021, il y a beaucoup plus de stations météorologiques. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'informations en ce qui concerne les températures. Maintenant, ce n'est pas seulement les températures qui se retrouvent dans l'atmosphère, dans les aéroports, mais ça peut être aussi des températures d'eau. Donc, si on prend par exemple les océans, donc ici nous avons l'Amérique du Nord, comme ceci, l'Amérique du Sud, on a l'Europe ici, et on a l'Afrique qui est comme cela. Ça ici, c'est l'Atlantique. Il y a quand même une grande quantité d'eau. Et la semaine passée, nous avions pris le temps de regarder que la capacité thermique de l'eau, donc la possibilité d'absorber l'eau, d'absorber la température est très grande. Alors même s'il y a des changements de température en surface ou dans l'atmosphère, l'influence du changement de température de l'eau est aussi très importante. Parce que ça prend du temps pour absorber la température et ça prend beaucoup de temps pour la relâcher. Donc même si en 2021, on était pour faire de grands changements avec les gaz à effet de serre, il y a quand même des conséquences à long terme à cause de cette capacité thermique de l'eau. Donc bonjour pour ceux qui sont ici. Je rappelle que si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre à ceux-ci. Vous n'avez qu'à les mettre dans le chat ici. Et durant le temps que j'attends pour des questions que vous avez sur les sciences, sur le français, moi je suis ici pour donner quelques leçons pour que vous continuiez à apprendre des choses nouvelles ici. Alors voyons voir. Quel pourrait être un autre sujet ici? Donc j'ai parlé de sécheresse de l'actualité qui est importante. Ah oui, sujet intéressant. Il y a ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Donc ça ici, on parle de géopolitique et de science. Et c'est toujours intéressant. Un réfugié climatique, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, un groupe de personnes, des familles qui, suite à des changements climatiques, donc soit qu'il y a des sécheresses et les personnes
pas pendant quelques mois, mais pendant des années, ne peuvent plus supporter leur style de vie avec la croissance de nourriture. Ça peut être aussi une abondance d'eau. Donc, il y a des endroits où c'est plus sec, d'autres que c'est plus humide. Et ça peut causer des problèmes. Et qu'est-ce qui arrive? Ce sont des personnes qui ne peuvent plus vivre où ils vivaient. Alors, ce sont des personnes qui ont des connaissances fantastiques, qui sont des agriculteurs, sont des travailleurs avec leur famille, qui disent « Moi, je ne peux plus avoir de travail ou vivre ici, donc je dois essayer de trouver du travail ailleurs, ou trouver un endroit pour que ma famille ou les personnes qui sont avec moi seront plus en sécurité et avoir la chance d'avoir la nourriture nécessaire. » Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils commencent à faire des migrations. Maintenant, s'il y a quelques personnes qui migrent, ce n'est pas très grave, parce que dans tous les pays, il y a l'immigration et l'émigration qui est présente. Par contre, si c'est toute une région qui est des dizaines et des centaines de kilomètres carrés, là, on se trouve avec une migration, pas seulement de quelques personnes ou de quelques milliers de personnes, mais on peut avoir une migration de dizaines de milliers, de centaines de milliers. Et vous savez que si on regarde un peu ce qui se passe autour de la planète, il y a des millions de réfugiés sur la planète, que ce soit des réfugiés climatiques, politiques ou autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser. Parce que s'il y a changement climatique, ça veut dire qu'il y a une augmentation de température globale. Ça veut dire que les températures et les environnements, les écosystèmes sont changés. Les biomes, alors pour ceux qui aiment l'écologie, les biomes, ces endroits où il y a un environnement stable qui peut supporter la vie, il y a les composantes biotiques et abiotiques qui sont en équilibre, ou le plus possible. On se retrouve donc avec des changements, et ces changements causent ceci. Ça veut dire que si on pense par exemple au Canada, le Canada a son hiver, c'est vrai, donc il fait froid. Il y a des étés qui deviennent de plus en plus chauds. Par contre, on a un pays où il y a beaucoup d'eau. Donc lorsqu'on a des réfugiés climatiques, on veut trouver un endroit qui est le plus propice pour maintenir une certaine stabilité. Et c'est pour ça qu'il y a certains pays et souvent ce sont des pays dans l'hémisphère nord, et aussi dans certains endroits dans l'hémisphère sud, plusieurs endroits, où les personnes vont être attirées par la présence d'eau. Parce que si on a des agriculteurs qui viennent d'endroits où il y a la sécheresse, causée par les changements climatiques, ils voudront aller à un endroit où il y a assez de ressources pour avoir une stabilité à long terme. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est un peu le mot, et ça, c'est important parce que de plus en plus, avec les moyens de transport qui sont faciles, on a COVID maintenant, mais bientôt, les voyages vont être plus faciles. On va voir qu'il y aura une migration plus grande qui va venir. On a maintenant, si on regarde sur mon écran ici, j'ai 2 personnes qui sont présentes avec nous. S'il y a des questions, donc moi, je considère cette session comme une session de questions et réponses. C'est un peu comme une classe de sciences ou de français que j'aurais ici dans mes occupations professionnelles. Si vous avez des questions à caractère scientifique, questions de STEM ou de français, mettez-les dans ici la section messages. Posez votre question. Je ne sais pas quel type de question vous avez, mais je vais donner la meilleure réponse que je peux à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu le plan de cette session de questions-réponses. Alors, voyons voir qu'est-ce que l'on peut penser. Alors, nous allons parler... Alors, on a parlé de changement climatique depuis la semaine passée, ainsi que cette semaine. Donc ici, on a Émeric Bourris qui dit « Bonjour Alain, pourquoi est-ce qu'on ne sent pas la Terre tourner? » Ça c'est une excellente question. Donc la question est pourquoi on ne peut pas sentir la Terre tourner? Alors je vais vous montrer quelque chose. Alors je vais prendre 2 exemples utiles.
Vous savez, lorsque... Et vous allez comprendre pourquoi je suis un prof de sciences et de français et non pas un prof d'art. Vous savez, lorsqu'on a des voitures ou des autobus, donc j'ai essayé de faire une autobus scolaire, ça peut être une autobus qui est de transport entre villes, par exemple. Lorsqu'on a des voitures, il y a des personnes qui sont à l'intérieur. Alors ici, il y a quelqu'un et il y a plusieurs personnes qui sont ici. OK. Ce qui est intéressant, c'est que si on est dans un véhicule qui est arrêté, c'est comme si nous étions à la maison assis sur une chaise ou couchés dans l'herbe. Maintenant, lorsque la voiture ou l'autobus commence à se déplacer, là, on se sent comme si on est poussé vers l'arrière et éventuellement, le véhicule avance et arrive à une vitesse constante. Et lorsque la vitesse est constante, les personnes ici peuvent relaxer, parler à leurs amis, ils vont pouvoir lire un livre, peut-être jouer à un jeu vidéo sur leur téléphone. Donc, il y a plusieurs options. Pourquoi? Parce que le véhicule se déplace à vitesse constante. Vous savez comme moi que s'il y a un feu de circulation, donc il y a un feu de circulation comme ceci, et que ça devient rouge, nous avons ici la voiture qui va freiner et l'autobus qui va freiner. Alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous on va avancer et on va sentir notre corps avancer jusqu'à ce que la voiture ou le véhicule est arrêté. Donc, le concept scientifique ici, c'est inertie. Inertie comme cela. Et l'inertie, c'est, nous pouvons ressentir lorsqu'on accélère et on peut ressentir lorsqu'on ralentit. Par contre, si nous allons à vitesse constante dans un véhicule, le véhicule et les personnes à l'intérieur voyagent à vitesse constante. Donc ça, j'explique un peu parce que ici, on peut comprendre comment les véhicules fonctionnent. Alors, comment est-ce que ça se passe avec la planète Terre? Et je sais que c'est une longue réponse, mais je sais que tu puisses comprendre très bien le concept scientifique ici. Nous avons notre planète Terre qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que notre planète est en mouvement. Alors, notre planète tourne sur elle-même. OK. Chose intéressante, c'est que la Terre tourne sur elle-même, mais la vitesse est constante. Donc, la Terre fait une rotation à vitesse constante, comme ceci. Et parce que c'est une vitesse qui est constante, ça veut dire que nous, qui sommes sur la planète Terre ici, nous tournons à la même vitesse que la Terre. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si les deux se déplacent à la même vitesse et que cette vitesse est constante, nous ne ressentons pas cela. Si la planète Terre décidait, OK, moi j'arrête de tourner tout d'un coup, oh, qu'est-ce qui arriverait? C'est que tout le monde ressentirait qu'il y a des changements. Il y a des exemples de cela. Tu as peut-être entendu parler de tremblement de terre. Qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? C'est la Terre, les plaques tectoniques qui vont commencer à bouger et ça crée des changements de vitesse. Et ces changements de vitesse, les personnes vont le sentir, les bâtiments vont bouger aussi parce qu'il y a un changement de vitesse beaucoup plus rapide. Maintenant, est-ce que tu savais que tu vas très très rapidement? Donc tu es peut-être à la maison ou à l'extérieur et tu relaxes et tu ne sens pas la Terre tourner. Mais pense un peu à la Terre. Alors,
voir. Ok, nous avons une petite planète Terre comme ceci, qui a une rotation sur elle-même. Donc, on sait que la planète tourne à tous les 24 heures. Mais chose à considérer, notre petite planète a une révolution autour du Soleil comme ceci. Donc ça veut dire que à tous les ans, on fait une grande distance parce que la distance moyenne ici entre les deux, c'est 150. Donc ça, c'est la distance moyenne, à peu près 150 millions de kilomètres. Donc cette petite planète ici, elle bouge rapidement. Puis chose intéressante, c'est que notre Soleil ici bouge aussi, se déplace à l'intérieur de notre galaxie. Oh. Et notre galaxie, c'est très très gros. Et en plus, notre galaxie se déplace dans notre univers. Donc ici, Emmerich, chose intéressante, tu voyages à des milliers de kilomètres heure. Mais parce que tu ne ressens pas, il n'y a pas de changement de vitesse. Donc, nous voyageons à des milliers de kilomètres par heure, mais puisque les vitesses sont constantes, on ne ressent pas cela. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est une excellente question à caractère astronomique. Très bien. J'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un dessin qui est intéressant. Donc je vais ajouter parce que j'adore l'astronomie aussi. Vous vous rappelez, je disais que le Soleil ici se déplace. Alors, c'est un dessin que j'ai vu il y a peut-être 2 semaines. Donc, si on a le Soleil qui se déplace comme ceci, alors le dessin que j'avais vu, c'est que si nous avons un Soleil où il y a une planète Terre qui tourne autour ici, et qu'on a le Soleil qui s'est déplacé et on a la planète Terre qui a changé de position parce que le Soleil a déplacé, et ici aussi. Alors, le dessin était quelque chose comme ceci. Comme cela. C'était que notre petite planète tourne autour du Soleil et le Soleil avance comme ceci, en plus qu'il y a une rotation. Alors j'ai trouvé que c'était excitant. Donc Emmerich, je ne sais pas quel âge tu as, mais chose intéressante, nous voyageons à une vitesse incroyable. Excellente question. Alors, s'il y a d'autres questions, ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci. Et voyons voir qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce dessin. Donc, Emmerich, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai vu dans les nouvelles qui était intéressant suite à l'astronomie? Ah oui. Nous avons une petite planète qui est sphérique ou à peu près sphérique, qui tourne sur elle-même. Et vous savez sûrement qu'il y a beaucoup de satellites autour ici. Comme cela. Et que présentement, il y a des choses fantastiques qui se passent dans l'espace. Une des choses qui se passe, c'est qu'il y a une compagnie qui s'appelle SpaceX qui est en train d'envoyer dans l'espace des microsatellites pour l'Internet international. Ça s'appelle le Link Project, et il veut mettre c'est comme un réseau de petits satellites pour s'assurer que
tout le monde sur la planète puisse avoir de l'Internet. Parce que quelques endroits sur la planète qui est difficile d'accès, et mettre des fils, ça fonctionne. Mais des fois, il y a des obstacles. Donc, l'espace est fantastique. Dans l'espace, nous avons quelque chose d'intéressant et comme ceci, il y a la Station spatiale internationale. Comme ceci. Et présentement, il y a plusieurs astronautes et il y a Monsieur Pesquet. Monsieur Pesquet, j'ai oublié son premier nom. Donc, Monsieur Pesquet est un astronaute de la France et je sais qu'il est allé passer déjà 6 mois sur la station spatiale et il est retourné sur la station. Et je sais que hier ou avant-hier, donc le 17 ou le 18 juin, il a fait une sortie à l'extérieur parce qu'ils sont en train d'améliorer les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires ici permettent à donner de l'énergie à la station spatiale. Et donc Thomas, voilà son premier nom. Alors si Thomas Pesquet regarde cette vidéo un jour, bonjour monsieur. Très bien. Donc, la station spatiale est un habitacle artificiel où les humains vont faire des expériences scientifiques ou autres. Mais chose intéressante, la Station spatiale internationale est une station qui était un regroupement de pays pour investir dans l'espace. Mais un des pays qui n'a pas participé à ce projet est la Chine. Et chose intéressante cette semaine, c'est que il y a voyons voir, il y a des astronautes chinois qui sont allés sur une nouvelle station spatiale. Donc, ici, comme ceci. Alors, moi, je vais mettre un petit panneau solaire parce que on a ici une nouvelle station spatiale qui ne sera pas internationale, mais qui est un investissement exclusivement chinois. Et ça, c'est excitant parce qu'il y a maintenant 3 astronautes qui viennent d'arriver à la station. Donc, celle-ci va grandir avec le temps, avec l'année. Je pense qu'ils vont envoyer une dizaine ou peut-être même une vingtaine de vols dans la prochaine année pour bâtir cette station. Maintenant, ça c'est important parce que la Station spatiale internationale, on lui donne à peu près jusqu'à 2024 d'une utilisation utile. Donc après 2024, cette station va être va vieillir parce que ça fait déjà une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus que c'est dans l'espace. Et donc, la Chine va devenir, je vais l'écrire un petit peu mieux, la Chine va devenir le pays où il y a de l'exploration et ainsi des changements des expériences scientifiques dans l'espace. Et on a commencé ça fait seulement quelques semaines. Et donc ça, c'est excitant. Si vous aimez l'astronomie, l'exploration spatiale, ça va être fantastique. Alors ici, Emeric nous dit, oui, super réponse. Alors merci Emeric, ça m'a fait plaisir de répondre à ta question et j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. C'est bien. Maintenant, vous allez dire, pourquoi jusqu'en 2024? C'est que ça coûte des sous maintenir une station spatiale comme cela. Alors, le groupe de pays, présentement, ce qu'ils veulent faire, c'est que, au lieu de dépenser des sous pour maintenir cette station, ils veulent créer une nouvelle station spatiale autour de la Lune. Donc ça, c'est les nouvelles, voilà, sur l'exploration spatiale. Donc, le groupe de pays international veulent s'éloigner de celle-ci pour faire celle-là.
Et ça, bien sûr, c'est en plus de toute l'exploration qu'il y a sur Mars maintenant. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas, si vous avez une question à caractère scientifique ou une question qui se rapporte au français, ça me fera plaisir de vous aider. Alors, moi, je suis un enseignant de sciences et de français au niveau secondaire. Donc, c'est les élèves qui ont entre 14 et 18 ans. Donc, j'enseigne les sciences. J'ai enseigné les maths aussi. Ça fait un petit peu plus longtemps. Donc, je me suis dit que faire une session de questions-réponses pour vous serait intéressant. Et moi, j'aime bien essayer de nouvelles choses aussi. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans la section de messagerie et ça me fera plaisir de répondre à celle-ci. OK. Voyons voir ça ici. Ça, c'est excellent. Voyons voir quel sujet nous pourrions faire maintenant. Donc, j'aime bien... voyons voir. On va continuer le sujet sur la nature. Et je vais regarder, bien sûr, si vous avez des questions qui vont arriver. Et je vais les considérer toujours. Alors, voyons voir. On va faire quelques plantes, on va faire un peu d'écosystème. Okay. Chose intéressante avec les plantes et le sol. Premièrement, les plantes, pour pouvoir grandir, ont besoin de soleil, ont besoin aussi d'eau et de nutriments. Comme cela. OK. Maintenant, le soleil, ça va assez bien. Le soleil est ici. Et chose intéressante, c'est que le soleil emmène une énergie qui permet d'avoir la photosynthèse, mais aussi emmène une température. Donc le soleil est important, mais trop de soleil n'est pas bon. Donc, ça, c'est à considérer. L'eau, maintenant. L'eau est importante et l'eau, elle vient du sol. Donc, ici, comme cela. Ici, il y a de l'eau qui tombe comme cela. Voilà. Donc, l'eau vient des précipitations ou s'il y a de l'eau qui circule comme une rivière ou un ruisseau. Lorsqu'il y a un peu d'eau, ça va. L'eau vient d'un cycle de l'eau qui travaille en tandem avec la chaleur du soleil. OK. Donc l'eau est importante. Par contre, s'il y a trop d'eau, ça peut causer un problème. Donc, ça, c'est à considérer. Donc, on a dit, s'il y a trop de soleil, ça peut être un problème. S'il y a trop d'eau, ça peut être un problème, mais nous avons besoin des deux. OK. L'autre chose, c'est les nutriments. Donc, les nutriments se retrouvent dans les sols. Donc, on peut avoir... Vous savez, lorsqu'on mange de la nourriture, nous allons manger de la nourriture où on absorbe des protéines, que ce soit végétales ou animales. On va absorber de l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau aussi. Et on va aussi absorber certaines vitamines et minéraux. Maintenant, ces vitamines et minéraux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composés chimiques qui sont utiles pour notre corps. Donc, les nutriments qui sont les composés chimiques se retrouvent dans le sol ici. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ces nutriments se retrouvent dans les plantes que nous mangeons, de la même façon que l'eau est aussi dans la plante. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet ensemble permet d'avoir un équilibre et nous donner la nourriture.
Mais peut-être ce que vous ne saviez pas, c'est que s'il y a trop de nutriments, un nutriment qui fait que la plante pousse trop vite, ça peut causer des problèmes aussi. Alors, il faut toujours essayer de regarder, OK, si on pense, le soleil est important, mais trop de soleil n'est pas bon. L'eau est importante, mais trop d'eau, s'il y a des inondations, c'est pas bon du tout. Et des nutriments, c'est bon, mais trop de nutriments, ce n'est pas bon. Prenez par exemple, si nous sommes nous et nous prenons un petit cube de sucre, ça va. Mais si nous mangeons trop de sucre, ça peut causer un problème pour nous. Premièrement, le fait qu'on va avoir beaucoup d'énergie, mais après cela, c'est comme si on avait moins d'énergie. Et bien sûr, s'il y a trop de sucre qui entre dans notre corps, c'est une quantité de calories qui entre, de kilojoules, et qui peut rester dans notre corps. Et ça, ce n'est pas nécessairement très bon pour la santé. Alors, on a ici une autre personne qui est arrivée, donc bienvenue à notre groupe. S'il arrive que tu as des questions à me poser, tu peux le mettre ici dans la section de messagerie. Je regarde vos questions au fur et à mesure. Je suis ici pour répondre à vos questions. Alors, voyons voir. Donc, nous avons nos plantes ici. Comment est-ce que trop de nutriments peut causer des problèmes? Donc, voyons voir. Dans le sol, il y a les nutriments, il y a un équilibre lorsqu'il y a une quantité de plantes qui poussent, par exemple une forêt qui est stable. Et donc, il y a un équilibre entre les nutriments disponibles et les nutriments utilisés par les plantes. Par contre, si on a une ferme et qu'on fait pousser par exemple une céréale ou un légume ou autre, les plantes vont absorber une certaine quantité de nutriments. Si nous faisons toujours la même plante à chaque année, qu'est-ce qui arrive? C'est que la même plante enlève les mêmes nutriments. Donc, on a ici dans le sol une baisse de la qualité des sols et donc les plantes poussent moins facilement. Ça veut dire que on a besoin... alors, ça, c'est une question de géographie. Ici, on va appeler ça la rotation des cultures. Alors, mon grand-père était un fermier et lorsqu'il avait sa terre, donc son espace, sa ferme était divisée en 4 parties et quelquefois en 3. Alors, 1, 2... Alors, je pense que c'était en 3. Il y avait le tiers à l'avant, près de la maison, le tiers dans le milieu et le tiers très très loin de la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, il faisait la rotation. Donc, il avait des animaux et ces animaux broutaient à un des tiers. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pousse de plantes pour les céréales et c'était de l'herbe, donc ça permettait au sol de ne pas avoir une demande de nutriments. Et durant ce temps-là, il y a le sol, les roches, la terre qui se brise et crée de nouveaux minéraux pour les plantes. Il y a bien sûr les excréments et l'urine de ces animaux qui redonnaient une certaine qualité à la terre. Maintenant, pour les deux autres, il avait 2 types de céréales différents. Et l'année suivante, il faisait une rotation. Donc, je me rappelle quand j'étais petit, ça fait très longtemps, je me rappelle que des fois, on allait faire, il y a des années, on allait près de, alors dans sa ferme, les animaux étaient près de la ferme et venaient facilement. Et il y a d'autres fois que on prenait le tracteur et on allait très très loin pour aller chercher les animaux. Il y avait des clôtures et ils marchaient pour revenir à la ferme pour le lait et manger des choses différentes. Très bien. Les rotations des cultures, c'est une façon qui est durable parce qu'on ne fait pas une surexploitation des terres. OK. Maintenant, si il y a des fermes où on va faire pousser du maïs, mais toujours du maïs à tous les ans, que ce soit du blé, le soya ou d'autres types de plantes,
qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un appauvrissement du sol. Donc, il y a les nutriments qui baissent en quantité. Ça veut dire que les plantes vont moins bien. Alors, qu'est-ce que les personnes font quelquefois? C'est qu'ils vont ajouter des engrais chimiques. Donc, c'est des engrais chimiques qui sont mis à la surface et avec la pluie, ils vont descendre. Alors ça, c'est fantastique. Par contre, il faut faire venir ces engrais chimiques de l'extérieur. Quelquefois, ces engrais chimiques, si on en met trop, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que les pluies font que les engrais ne vont pas dans les sols, mais vont finir, par exemple, dans les lacs ou les petits ruisseaux. Comme cela. Et ça crée une certaine pollution. OK. Et les engrais sont utilisés par les plantes, et ça peut bien aller, bien sûr. Maintenant, si nous mettions trop d'engrais chimiques, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une plante peut dire, oh, j'ai beaucoup d'engrais chimiques, donc je vais pousser rapidement. Et la difficulté, c'est que si une plante pousse trop rapidement, à ce moment-là, le processus de croissance peut être altéré. Et ça, des fois, ce n'est pas bon du tout pour les plantes. C'est pour ça que mon idée que ce soit le soleil, que ce soit l'eau ou les nutriments, pour les trois, s'il y en a juste assez, il y a un équilibre et ça va très bien. S'il y a un déséquilibre, soit qu'il fasse trop chaud ou trop froid, donc dans l'histoire, il y a eu des décennies où il faisait un petit peu plus froid, donc il y avait moins de chaleur, moins de croissance. S'il y a assez d'eau, fantastique. S'il fait trop chaud, il y aura des sécheresses et ça, c'est pas bon du tout. S'il y a trop d'eau, il peut y avoir des inondations et ça, c'est pas bon non plus. C'est à considérer. Et pour les nutriments, donc si tout va bien, on fait la rotation des cultures. Si c'est une forêt qui est mature, on se retrouve donc avec un équilibre. Par contre, si on veut faire pousser des plantes plus rapidement et qu'on ajoute des nutriments ou qu'on utilise toujours les mêmes plantes, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un appauvrissement des sols et donc à long terme, ce n'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça que vous, comme personne, il faut penser à cela parce que les décisions que l'on fait maintenant peuvent affecter le futur. Donc il faut le faire de façon intelligente. C'est important. Donc, alors je n'ai pas d'autres questions ici qui sont arrivées dans la section messagerie. N'oubliez pas que je suis ici pour vous. Je fais quelques leçons en attendant une question que vous pouvez avoir. Donc, on a ici Emer qui avait une question sur pourquoi on ne sent pas la Terre tourner. Donc, si vous avez des questions en astronomie, en chimie, en physique, en électricité, j'ai toutes sortes de connaissances que je peux vous aider. Et n'oubliez pas que dans cette chaîne, vous avez plein de vidéos sur toutes sortes de sujets. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner comme ça lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Vous allez pouvoir savoir qu'il est là. Alors, voyons voir. Pas de nouvelles questions. Donc, voyons voir si on peut ajouter quelque chose ici. Alors tout à l'heure, on a parlé de géopolitique. Si c'est un endroit où il y a beaucoup de soleil, il peut y avoir du tourisme. C'est bien. Par contre, s'il y a trop de soleil ou pas assez de soleil, ça peut être difficile pour la population de la planète. Même chose pour l'eau. L'eau est fantastique. L'été, les plantes peuvent grandir. Et même dans les montagnes, s'il y a des personnes qui aiment faire du ski avec de la neige, c'est important, on a besoin d'eau. Trop de neige, ça peut causer des problèmes. Il y a des avalanches dans certains centres de ski. Et les nutriments aussi. OK. Donc, nous allons parler, vous vous rappelez lorsqu'on a parlé ici d'engrais qui va dans l'eau? Ça, ce sera le prochain point qu'on va discuter, tiens. Donc ça, ce sont des engrais chimiques. Voilà. Donc,
Alors, s'il y a des questions de clarification, vous pouvez les mettre ici dans la messagerie, ça me fera plaisir de répondre. OK, donc on va enlever ça. On va refaire notre dessin un petit peu comme cela. Comme cela. OK. Voyons voir si j'ai une autre couleur verte. Non. Alors, je suis arrivé préparé aujourd'hui. Regardez ça. J'avais acheté ça il y a quelques mois et maintenant je vais les utiliser parce qu'on en a besoin un petit peu. Donnez-moi un instant. C'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles choses, de nouveaux crayons pour faire des dessins. Voyons voir s'il fonctionne toujours. Bon. Il est très pâle. Ah wow, c'est correct. Donc on a parlé tout à l'heure que... Alors il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, ça va. Nous avons parlé tout à l'heure que des plantes c'est important, surtout que nous les utilisons comme... Ok, ce verre-là ne fonctionne pas très bien. Voyons voir si l'autre verre fonctionne mieux. Je pense que les crayons sont vieux et ils ont séché. Ah, on apprend des choses à tous les jours. OK. Les plantes poussent pour nous donner la nourriture et nous savons que les humains, nous aimons manger. Et donc, pour survivre, il y a des personnes qui mangent des fois un peu trop. On a besoin d'engrais chimiques et avec un S parce qu'on en utilise plusieurs. Il y a une augmentation de la biomasse ici. Ce sont tous des biomasse. Alors la biomasse est calculée en kilogrammes par exemple, donc c'est la masse de plantes disponibles pour pouvoir créer de la nourriture. Maintenant, cet engrais chimique, lorsqu'on en met trop, ils peuvent finir dans les cours d'eau et dans l'environnement. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que les engrais chimiques aident à faire pousser les plantes, mais chose intéressante, c'est que les engrais chimiques ici vont aussi aider à faire pousser les algues. Oups, en plein sur le point blanc. Donc, je vais écrire ici, voyons voir, je vais l'écrire un peu plus haut. Les algues. Est-ce qu'on peut voir ça maintenant? Oui. Alors, les algues. OK. Les algues, c'est très intéressant. Ils vont aimer les engrais chimiques parce que les algues sont des plantes. Ils utilisent la photosynthèse pour croître. Comme les plantes sur la Terre. OK. Maintenant, la difficulté, c'est que s'il y a trop de plantes qui poussent dans l'eau, ça peut causer des difficultés. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais les fermiers ont besoin quelquefois de l'engrais chimique pour s'assurer qu'il y ait une bonne croissance des plantes. Alors, il y a des carrières possibles. Alors, des agronomes. Est-ce qu'on peut voir ça? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est un agronome? Un agronome, alors ici, agriculture, c'est un spécialiste qui va faire l'étude des sols pour voir, OK, il y a un sol disponible, quels sont les nutriments naturels dans le sol, et s'il manque de certains nutriments, quels sont les engrais qu'on peut ajouter à la terre pour pouvoir avoir une bonne récolte. Maintenant, c'est comme si quelqu'un dit, moi je commence à avoir faim, j'aimerais avoir une pomme. OK. Quelqu'un dit, tu aimerais une pomme et va vous donner 59 pommes. On ne peut pas manger 59 pommes, notre estomac est trop petit, il va avoir du gaspillage. Même chose pour l'engrais. Les agronomes vont dire, OK, quels sont les besoins du sol,
pour maximiser les plantes. Et comme ça, si on minimise la quantité d'engrais chimiques, on minimise l'engrais qui va dans l'environnement et ça minimise la pollution. Donc, quelquefois, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser la pollution? On peut demander, on peut devenir agronome parce que il y a plus de 7 milliards de personnes sur la planète, tout le monde mange et on veut minimiser la pollution parce qu'on veut vivre de façon confortable à long terme, bien sûr. Très bien. OK. Maintenant, lorsqu'on se retrouve avec les algues ici dans l'eau, quelles sont les conséquences ici? Alors, voyons voir. Je vais faire un autre dessin. Alors, pour ceux dans l'audience, il y a des personnes en 9 et 10e année. Ça, c'est des concepts de 9e année, un peu de 10e avec l'étude sur les écosystèmes. Donc, je vais faire un petit étang. Comme cela. Alors, on a dit qu'il y avait un étang avec... Donc, ça, ce sont des engrais. Est-ce qu'on peut voir le mot? Oui. Engrais chimiques. Comme cela. Ça nous prend une légende, bien sûr. Nous avons aussi des algues. Oh, c'est pas très foncé, donc j'ai besoin d'un nouveau crayon vert. Nous avons les algues qui sont en surface parce que les algues ont besoin du soleil pour pouvoir croître avec la photosynthèse. OK. Nous avons dit que il y a des produits chimiques de l'engrais qui entrent dans l'étang. Donc, tout va bien pour l'instant. Et nous avons même, voyons voir quelle couleur on va les mettre. Nous avons des petits poissons qui existent dans notre étang. Donc, tout va bien, il y a un équilibre. La difficulté qui peut arriver, c'est que si il y a une grande quantité de soleil et une grande quantité d'engrais chimiques, ça va causer des pollutions et ça va être difficile pour les poissons. Donc, il y a une certaine adaptation qui peut arriver ici, donc ça va. Par contre, s'il y a de plus en plus ici d'algues, il y a une certaine conséquence à cela. Premièrement, s'il y a beaucoup d'algues, le soleil ne peut plus aller aussi profondément dans l'étang. Ça veut dire que s'il y avait des petites plantes qui étaient dans le bas, ces plantes ont de la difficulté. Donc, augmentation de la quantité ici d'algues. On a donc ici une perte des algues qui sont en profondeur. Donc ça, c'est pas bon pour certains poissons. Ça veut dire que si on avait des petits poissons qui mangeaient dans le fond, ceux-ci n'existeraient plus. Maintenant, chose intéressante, c'est que s'il y a beaucoup de plantes comme ceci, parce qu'il y a de la nourriture qui entre, il y a certaines de ces algues qui, après un certain temps, vont mourir. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces algues qui sont mortes vont tapisser le fond ici et vont être accrochées quelquefois là. Mais conséquence de cela, donc dans le cycle de la vie, lorsqu'il y a une matière organique qui meurt, il y a des décomposeurs. Donc, ce sont des petits organismes
qui vont, des organismes qui vont décomposer la matière pour recycler ce qu'il y a. Maintenant, lorsqu'il y a du recyclage, donc ça ici, c'est recyclé comme ceci par les décomposeurs, comme cela. Mais les décomposeurs sont des bactéries et les bactéries ont besoin d'oxygène. Alors ça ici, une question qui arrive, c'est que plus il y a de plantes qui utilisent la photosynthèse, oui, il y a de l'oxygène qui est créé par la photosynthèse, mais il y a une augmentation de ces décomposeurs qui sont des bactéries. Donc, les bactéries sont là par millions et milliards. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une grande quantité d'oxygène qui est utilisée. Et une des conséquences de cela, c'est qu'on se retrouve avec les poissons qui meurent. Et une grande conséquence de cela, c'est une baisse de biodiversité. Comme cela. Et une baisse de biodiversité n'est jamais une bonne chose pour nos environnements. Et tout ce processus, je devrais donner le nom, c'est peut-être un nom qui va revenir sur un test ou un mot qui est utile dans les conversations. Le mot. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui connaît le mot? Vous pouvez le taper ici, je vous donne un instant. Donc, ça commence par EU comme cela. C'est un T, donc vous pouvez toujours l'inscrire si vous voulez. Un R, donc j'attends un peu voir si vous avez eutro. Un PH ici. Eutrophisation. Comme cela. Donc l'eutrophisation, c'est ce phénomène où un apport d'engrais chimiques crée un débalancement d'un écosystème et cet écosystème finit par perdre de la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est une difficulté lorsqu'on parle des changements climatiques, parce que les changements climatiques affectent la biodiversité. Et ça, comme scientifique, et vous ici, c'est quelque chose que vous allez devoir vous occuper maintenant et dans les années à venir. Alors, voyons voir. Nous avons commencé il y a près d'1 heure, donc moi, ce que je vais faire, je vais attendre un instant pour voir si vous avez une question supplémentaire. Et s'il n'y a pas de question ici, moi, ce que je vais faire, c'est que on va probablement bientôt finir et nous allons nous revoir la semaine prochaine parce que j'ai décidé de faire à chaque semaine des moments de répondre à vos questions, comme faire du tutorat. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin de tuteurs des fois, mais n'ont pas toujours le sou, c'est quelque chose de fantastique. Alors, voyons voir. Alors, voyons voir s'il y a une dernière question. Et en passant, est-ce qu'on peut me dire d'où est-ce qu'on est? D'où est-ce qu'on vient me voir? Donc, est-ce qu'on est du Canada? Est-ce qu'on est d'un pays en Amérique du Sud? Est-ce qu'on est, voyons voir, des États-Unis? Est-ce qu'on vient de l'Afrique peut-être, nord de l'Afrique? Il y a certains endroits en Europe, bien sûr, où on parle le français. Quelques personnes en Asie et en Eurasie aussi. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient me dire dans quel pays ils viennent? C'est toujours intéressant de savoir. Ça va, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, vu qu'il n'y a pas de nouvelles questions, ce que moi je vais vous souhaiter, c'est de vous souhaiter une excellente journée. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer des choses. Et la semaine prochaine, donc samedi prochain, on est de retour ici et nous allons voir quel sujet nous allons aborder. Alors sur ce, passez une excellente journée. Si vous avez encore envie de faire des sciences, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et allez voir quelques vidéos intéressantes dans la chaîne et on se voit la semaine prochaine. Alors au revoir. On se voit bientôt. Voyons voir.